Le silence est d'or, mais n'est-ce que le calme avant la tempête alors que Netanyahou rencontre Trump? Nous avions les gros titres contre la réalité, et cette semaine, nous avons eu une étude de cas parfaite. Les grandes histoires créent souvent des gros titres et une couverture continue. Elles exigent des mises à jour constantes, de nouveaux angles et un drame renouvelé. Tout cela se fait au détriment de la vérité, et par conséquent, c'est généralement superficiel, sans profondeur de contexte ni véritable mise en perspective. Cela nous aide à comprendre ce qui se passe vraiment. Nous allons au-delà des gros titres pour vous offrir une vision complète de la situation. Cette semaine, l'actualité principale fut la visite improvisée de Netanyahou chez Trump à Washington. Le silence assourdissant qui émanait du bureau ovale de la Maison-Blanche après la réunion tranchait nettement avec le vacarme créé par les médias auparavant, avec sa vague habituelle de spéculation sur la visite. Eh bien, ils ont du temps d'antenne à remplir après tout, et quand les faits se font rares, l'imagination devient un substitut pratique. Le poids du silence après la réunion était évident dans une conversation que j'ai eue jeudi matin avec le principal analyste politique d'Israël, Galé. Le correspondant principal d'Israël, Jacob Bordugo, qui accompagnait la délégation à Washington, a résumé la visite ainsi. Et, je cite, « Le Premier ministre a présenté quelque chose qui, selon lui, explique le calme inhabituel qui a suivi. Je pense que cela reflète en grande partie ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle. Il a dit que la réunion était dramatique, qu'elle a introduit une nouvelle approche et une nouvelle façon de penser pour les Américains. Les données présentées par Netanyahou à Trump l'aideront à mieux décider. Cela place également Israël dans une position où il dit clairement « Nous nous défendrons » et cela compte. Et si nécessaire, nous devrons agir, même si cela signifie avancer seul. Il a dit que ce qu'il en a tiré, c'est que nous respectons les Américains. Nous voulons son soutien, mais nous ne permettrons plus qu'une menace existentielle se développe sous nos yeux, surtout pas après le 7 octobre. Bordugo précise qu'Israël, les Qataris et les Saoudiens ont tous des intérêts importants. Il a dit que je pense aussi qu'Israël, et Netanyahou en particulier, ne veulent pas être perçus comme poussant l'Amérique à entrer en guerre, notamment en tenant compte du mouvement isolationniste chez les républicains. Rien ne remplace le silence, ni briefing, ni conférence de presse. Le silence est une partie très importante des négociations. Je ne suis pas sûr. Il a précisé que le Premier ministre n'aura pas à retourner aux États-Unis. Mais la séquence de ses conversations avec le président Trump va s'intensifier dans les prochains jours, d'après ce qu'il comprend. Après l'annonce du voyage surprise de Netanyahou pour rencontrer Trump, les médias israéliens ont relayé des titres de l'opposition jugeant ce déplacement inutile. Un bluff, comme l'a dit un homme politique, motivé par la politique plutôt que par la nécessité du fond. Un membre de la Knesset a affirmé que Netanyahou dérange Trump et qu'il n'est plus pertinent. Et puis est venu le véritablement absurde. Un ancien footballeur maladroit, devenu commentateur politique, a affirmé à l'antenne que Netanyahou s'était en fait envolé pour Washington simplement pour ramener sa femme en Israël. Parce qu'il a dit qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle soit même en Israël, il ne l'avait pas vue. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vue? Voilà ce qui arrive quand le commentaire remplace le reportage et les ragots l'analysent. Ce que nous pouvons déterminer avec certitude, c'est que Netanyahou a décidé de faire ce voyage urgent à Washington par souci de clarifier la position d'Israël concernant l'Iran. Le Premier ministre a estimé la semaine dernière qu'il fallait une conversation directe avec le président Trump, s'exprimer via des tiers n'étant plus suffisant. Cela, notamment après que le président américain a évoqué d'excellentes discussions avec Téhéran, ce qui a aussitôt alerté Jérusalem. Ce n'est pas de la simple spéculation. Avant de partir pour Washington, Netanyahou a été très direct dans une déclaration en ses propres mots. Il a dit qu'Israël devait clarifier sa position sur un possible accord avec l'Iran et qu'il devait le faire en face à face. Netanyahou l'a clairement dit, comme vous pouvez le voir lors de l'entretien à l'aéroport. Lors de ce voyage, nous discuterons d'une série de sujets, Gaza, la région, mais bien sûr, avant tout, des négociations avec l'Iran. Je présenterai à la délégation nos conceptions concernant les principes dans les négociations, les principes importants. À mes yeux, ce sont des principes importants, non seulement pour Israël, mais pour tous ceux dans le monde qui souhaitent la paix, la sécurité et la stabilité. This is very important indeed. En réalité, aucun dirigeant mondial ne peut appeler et organiser aussitôt une rencontre avec le président des États-Unis, même en cas d'urgence.
ou à cause d'une amitié particulière que ces deux dirigeants partagent évidemment, il y a bien plus que cela et que ce que nous voyons réellement. Rappelez-vous, Netanyahou est parti à Washington avec son attaché militaire. Qui sera le prochain chef du Mossad? Ensuite, il a rencontré le chef d'état-major de Tsahal, le chef du renseignement militaire et le commandant de l'armée de l'air israélienne. Netanyahou à Washington a également déclaré qu'Israël rejoint le Conseil de paix de Trump. Deuxièmement, la visite de Netanyahou est directement liée au changement dans la politique de sécurité des États-Unis. Comme détaillé dans le document de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis publié en novembre 2025, le document de la stratégie de sécurité nationale présente les principes, priorités et axes de la politique étrangère américaine selon les régions du monde. Il détaille les usages proposés de toutes les facettes de la puissance américaine nécessaires pour atteindre les objectifs de sécurité des États-Unis, leurs intérêts internationaux, engagements, objectifs et politiques, ainsi que les capacités de défense nécessaires pour dissuader les menaces et mettre en œuvre les plans de sécurité américains. Et voici la pertinence pour comprendre la véritable raison pour laquelle le président a accepté de rencontrer Netanyahou à un si court préavis. Le document sur la sécurité nationale des États-Unis pour 2025 expose une vision dans laquelle Israël est plus qu'un simple allié américain, c'est un pilier central de la stratégie américaine. Le document met en avant la destruction du programme nucléaire iranien lors de l'opération Marteau de minuit, l'opération militaire menée par les États-Unis le 22 juin 2025 visant 3 installations nucléaires iraniennes, et présente cela, ainsi que le soutien décisif des États-Unis à Israël pendant la guerre de 12 jours contre l'Iran, comme des réalisations stratégiques historiques. Israël est décrit dans le document comme un allié modèle, l'exemple que Washington souhaite que les autres partenaires imitent. Il met en avant les succès militaires d'Israël cette année face au Hamas, au Hezbollah et aux Houthis au Yémen. Il critique ouvertement l'administration précédente pour avoir restreint la liberté d'action d'Israël et clarifie la nouvelle politique, qui consiste à renforcer Israël et non à le restreindre. Un Israël fort est un intérêt stratégique majeur pour les États-Unis, non pas comme un partenaire à protéger, mais comme un pilier régional des intérêts américains. Cela positionne Israël comme la force centrale de stabilisation au Moyen-Orient, un atout stratégique pour les États-Unis. L'ancien Moyen-Orient basé sur l'équilibre des milices, l'apaisement de l'Iran et la retenue d'Israël s'effondre. Un nouveau Moyen-Orient émerge, fondé sur la logique opposée, renforcer Israël, affaiblir l'Iran, intégrer la région. Donc, Netanyahou se rendant aux États-Unis, c'est une coordination au plus haut niveau. Ce sont les États-Unis et Israël qui façonnent ensemble la prochaine phase du Moyen-Orient. Trump reste délibérément vague sur ses intentions. Le retard n'est pas de l'hésitation, mais une manœuvre calculée pour rassembler de plus en plus de forces afin de porter un coup court, létal et décisif. Il y a un autre élément ici. Trump s'adresse aussi aux non-interventionnistes, aux isolationnistes, America First, de la droite américaine. Il comprend que s'il décide d'agir, il a besoin d'un soutien total parmi les républicains. Le premier ministre Netanyahou a présenté à Trump ce qu'Israël a de mieux. Des informations, des renseignements, des évaluations et des recommandations tactiques possibles tirées d'une véritable expérience opérationnelle. Tout cela, il souhaite le placer directement sur le bureau du président pour qu'il l'examine. La région subit d'immenses changements, tous secondaires face à l'élimination de l'Iran. L'entrepreneur Michael Eisenberg a accompagné le premier ministre Netanyahou après que ce dernier a décidé tardivement d'aborder la question de Gaza lors de la réunion. Eisenberg siège au comité directeur israélien sur Gaza et il a initié la création du Fonds d'aide pour Gaza, qui a œuvré à distribuer de la nourriture à Gaza. Au cours des derniers mois de la guerre, une activité qui a suscité une grande colère au sein du Hamas, Gaza sera dirigée par des éléments étrangers qui s'organisent à l'heure actuelle, mais pas avant que le Hamas ne soit désarmé et éliminé. Le Liban affiche une unité de façade parce qu'il sait que les donateurs pour sa reconstruction ne toléreront plus la domination du Hezbollah. Le Hezbollah est affaibli et fracturé de l'intérieur, incapable même de répondre à Israël. Alors que l'organisation tente de se réarmer, les États du Golfe resserrent leurs liens sécuritaires avec Israël, tandis que l'Arabie saoudite reste insatisfaite de la montée en puissance internationale d'Israël. Comme je suppose que les Européens le sont aussi. Et la Turquie craint que le changement en Iran n'entraîne un afflux de réfugiés kurdes sur son territoire, provoquant un déplacement de population qu'elle ne pourra pas gérer. Les pays de la région s'inquiètent de la réaction iranienne, de sa nature et de sa gravité potentielle.
Israël a annoncé cette semaine, lors de la visite de Netanyahou à Washington, avoir réalisé d'importantes améliorations stratégiques à son système de défense antimissile. Depuis juin dernier, lorsque nous avons intercepté 91% des 550 missiles que l'Iran a lancés contre Israël. Mais comme l'a dit l'ancien ministre et désormais directeur de Rafael Defense Industries, le Dr Yuval Steinich, il préfère que nous recevions 50 missiles iraniens sur notre pays plutôt qu'une seule bombe nucléaire iranienne. C'est ce à quoi nous sommes confrontés de la manière la plus profonde. Passons maintenant à d'autres sujets, en commençant par le Liban. Cette semaine, le sénateur Lindsey Graham a abruptement quitté une réunion avec le chef de la défense du Liban, car le général a refusé de qualifier le Hezbollah d'organisation terroriste. Cela a soulevé des inquiétudes quant à l'incapacité ou au manque de volonté de l'État libanais de maîtriser le Hezbollah, et que les forces armées libanaises cherchent à éviter les conflits avec le Hezbollah au lieu de le confronter. Au Liban même, des preuves montrent un changement en cours. Gilad Katz, conseiller du ministre israélien des Affaires étrangères et ancien consul général d'Israël à Houston, a écrit cette semaine au sujet d'un événement sans précédent qui se déroule au sein du Hezbollah. Pour la première fois depuis la création de l'organisation en 1982, un haut responsable du Hezbollah a démissionné, ou, plus précisément, a été poussé vers la sortie. Wafik Safa est considéré comme l'une des personnes les plus proches de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, que nous avons éliminé il y a 1 an et demi. Son rôle était principalement de coordonner et de faire le lien entre le Hezbollah et diverses organisations partenaires. Katz explique que cette démission est une preuve de la crise profonde du Hezbollah et qu'elle ne survient pas par hasard. En même temps, le Premier ministre libanais a visité le sud du Liban. C'est quelque chose qui, par le passé, n'aurait pas pu avoir lieu sans l'approbation du Hezbollah, et maintenant, personne ne demande la permission du Hezbollah. Selon Katz, le Hezbollah subit des pressions de toutes parts, des frappes israéliennes, du public libanais, du gouvernement libanais et des Américains. Et plus le temps passe, plus il devient évident que les opérations menées par Israël, y compris l'élimination de Nasrallah, ont fondamentalement changé la capacité du Hezbollah à fonctionner. D'une organisation forte, grande et intimidante, le Hezbollah est maintenant faible et incapable de se rétablir. Katz souligne qu'Israël doit poursuivre sa politique de tolérance zéro envers le Hezbollah et contrecarrer toute tentative de réorganisation ou de rétablissement. Frapper autant d'opérateurs planifiant des attaques que possible et signaler au Liban que démanteler le Hezbollah est la seule solution pour leur pays. Nul, ajoute-t-il, n'aurait imaginé une telle situation possible il y a seulement 2 ans. Ainsi, quiconque affirme qu'une organisation terroriste ne peut être vaincue militairement devrait se souvenir de ce que nous avons fait au Hezbollah. C'est ainsi qu'on reconnaît une victoire militaire claire. Je souhaite revenir sur l'événement évoqué par Katz dans son article. La tournée de 2 jours du Premier ministre libanais Nawef Salam dans le sud du Liban, en plein territoire contrôlé par le Hezbollah. Il s'est rendu dans la ville de Kilé, l'un des bastions les plus enracinés du Hezbollah, et a été accueilli par des drapeaux du Hezbollah flottant au-dessus de lui. Lors de sa dernière visite à Kilé il y a quelques mois, Salam a été insulté par les habitants, qui le voyaient comme un opposant au Hezbollah prônant son désarmement. Cette fois-ci, il a été accueilli lors de sa visite. Pourquoi ce changement d'attitude? Parce que le sud du Liban est dévasté. Des quartiers entiers qui servaient de base militaire au Hezbollah sont complètement réduits en ruines. La seule façon de reconstruire, c'est avec de l'argent étranger, de l'argent qui n'affluera pas si le Liban ressemble à un État défaillant dirigé par une milice. Donc, sans surprise, les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet de sanctions visant l'organisation terroriste Hezbollah. Selon ces mesures, toute transaction américaine avec les entreprises répertoriées ayant aidé l'organisation sera bloquée. Le mois prochain, la France organise une conférence des donateurs avec les États du Golfe et l'Europe pour la reconstruction des zones touchées par la guerre au Liban. Ces pays donateurs ne sont pas favorables au Hezbollah. Le Koweït a annoncé cette semaine l'ajout de 8 hôpitaux au Liban à sa liste nationale des organisations terroristes. Cette désignation interdira tout financement de ces hôpitaux provenant de n'importe quelle source au Koweït. C'est un coup dur pour le Liban, car le Koweït apporte depuis longtemps un soutien important au système de santé local libanais. Les médias qataris ont rapporté que le comité gouvernemental koweïtien, créé pour soutenir la lutte contre le terrorisme, a décidé d'inclure les 8 hôpitaux libanais sur la liste nationale des organisations terroristes, les classant comme des entités pour lesquelles il existe des raisons suffisantes de croire qu'elles ont commis ou tenté de commettre des actes de terrorisme, des hôpitaux utilisés par des terroristes.
Non, ce n'est pas possible. Il est intéressant de noter que le mandat du comité précise qu'une inscription sur la liste nationale des terroristes peut se faire soit à son initiative propre, soit sur demande d'une autorité étrangère. Ça fait réfléchir? Au Liban, les responsables disent que ces hôpitaux sont liés au Hezbollah ou à des organisations proches. Le comité koweïtien a exigé l'application de sa décision, qui comprend le gel de tous les fonds et actifs économiques appartenant directement ou indirectement aux entités figurant sur la liste. Les règlements exigent également que les institutions koweïtiennes procédant au gel informent le comité dans les 24 heures des mesures prises. Ainsi, le Liban et le Hezbollah mettent en scène une performance, une façade temporaire et fragile de coopération pour convaincre le monde que l'État libanais est aux commandes, et c'est pourquoi Safa a été écarté. Il était trop provocateur, trop visible et ouvertement brutal. Ces bandes de motards terrorisaient les quartiers chrétiens. Chaque fois que le Hezbollah voulait envoyer un message au gouvernement libanais, ce comportement devenait désormais un handicap. Le Hezbollah essaie d'adoucir son image pour paraître apte à gouverner et éviter d'effrayer les donateurs. Mais tout le monde au Liban connaît la vérité. Les sourires sont pour les caméras, l'unité est factice, et tout cela n'est qu'en surface. Le pays se prépare à la prochaine phase car l'ancien équilibre des pouvoirs a été brisé, ce qui nous ramène au point central. Les actions d'Israël au cours des 2 dernières années ont fait plus qu'affaiblir militairement le Hezbollah. Israël a perturbé tout l'écosystème politique qui permettait au Hezbollah d'agir en toute impunité. De Beyrouth au village du sud du Liban jusqu'au Koweït, les répercussions sont évidentes et le Moyen-Orient est clairement en train de changer. Et pour la première fois depuis des décennies, c'est le Hezbollah qui est sur la défensive. Le Liban est obligé de désarmer le Hezbollah. C'est l'une des conditions du cessez-le-feu qu'il devait remplir d'ici la fin de 2025. C'est une autre des circonstances non résolues et une tromperie arabe avec laquelle Israël devra composer. Comprendre le Moyen-Orient est parfois aussi simple qu'une tasse de café. C'est du moins ce que suggère l'expert du Moyen-Orient Edith Barr en observant comment le Qatar parvient à jouer sur les 2 tableaux dans la région. Financer le Hamas et les frères musulmans d'une part, tout en accueillant la plus grande base aérienne américaine du Moyen-Orient d'autre part. Edith a publié qu'en ce moment, Doha présente une exposition somptueuse sur l'histoire du café. Des pots anciens, des expositions organisées sur les valeurs de l'hospitalité et des chercheurs européens faisant l'éloge du patrimoine arabe. En apparence, tout n'est que raffinement culturel et éclairage tamisé. Mais, comme le souligne Barr, c'est précisément le but. Selon elle, le Qatar investit des milliards dans les musées, les expositions et des événements mondiaux comme la Coupe du Monde pour façonner l'image d'un État éclairé et cultivé qui préserve la tradition arabe. Stratégie de soft power visant à façonner la perception mondiale. Les visiteurs arrivent en avion, prennent un café dans une galerie soignée, puis repartent en répétant le récit voulu par le Qatar. Mais Barr souligne que, derrière cette façade polie, se cache le même État qui finance les mouvements idéologiques déstabilisant la région et offre un refuge aux acteurs même responsables de la violence à travers le Moyen-Orient. Selon elle, le Qatar a maîtrisé cette stratégie, dont certains éléments sont désormais présents dans les systèmes politiques occidentaux. Ce schéma, qu'Edith Barr décrit comme un vernis culturel masquant un agenda bien plus radical, reflète ce que nous voyons aujourd'hui avec certaines figures politiques en Occident qui utilisent le langage de l'inclusion et du patrimoine tout en poursuivant des projets idéologiques plus profonds que la plupart des gens ne perçoivent pas. Nulle part il n'existe de meilleur exemple de la façon dont l'attention du public peut être complètement détournée par l'islam que dans le califat de New York. Lors d'une conférence de presse cette semaine sur les programmes de la petite enfance, le maire Mamdani a présenté l'immigration et l'islam comme des éléments qui définissent la trajectoire culturelle à long terme de la ville, façonnée par l'identité et l'expansion islamique. Et je considère ma propre foi, l'islam, comme une religion fondée sur un récit de migration. L'histoire de l'Hégire nous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était lui aussi un étranger qui a fui la Mecque et a été accueilli à Médine, comme nous le dit la sourate An-Nahl 16:42. Quant à ceux qui ont émigré pour Allah après avoir été persécutés, nous leur offrirons une bonne demeure ici-bas. Ou, comme l'a dit le prophète Muhammad, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Et en même temps, sa réaction face à la montée des incidents antisémites a été hésitante. Au mieux,
le contraste est frappant. Un message fort et assumé sur la prééminence et la croissance de l'islam dans la ville, et un ton nettement plus doux lorsqu'il s'agit de s'adresser à l'hostilité envers les Juifs. C'est important parce que, alors que tant d'activistes, de commentateurs et de pseudo-révolutionnaires restent obsédés par les Juifs et les sionistes, une obsession héritée de siècles de conditionnement religieux et idéologique. Il manque le vrai changement structurel qui les entoure. Ils se concentrent sur certains groupes, mais ce sont ceux qu'ils négligent qui transforment leur société. New York, qui a été prise pour cible il y a un quart de siècle par l'islam djihadiste pour ce qu'elle symbolisait, est aujourd'hui en train d'être transformée par la rhétorique, la politique et une stratégie démographique. Pas par la violence, mais par les libertés mêmes dont la ville est si fière. Et les personnes les plus bruyantes dans la lutte contre l'oppression sont celles qui sont le moins disposées à reconnaître ce qui se passe juste devant elles. Pendant ce temps, les communautés juives qui se sont intégrées depuis longtemps à la culture occidentale y ont contribué, y ont prospéré. Elles sont considérées comme un problème juste parce qu'elles se distinguent ou réussissent. Mais ce sont les forces hostiles à la culture occidentale qui rejettent ces valeurs et veulent les remplacer, qui progressent. Nous avons déjà vu à quoi cela ressemble dans certaines parties de l'Europe occidentale, et le schéma est évident et se répète. À moins que les gens n'arrêtent de s'acharner sur la mauvaise cible, les États-Unis connaîtront la même trajectoire. Et pour clarifier mon propos, je vais prendre un instant pour être moins diplomate. Pendant que des idiots en Occident s'obsèdent sur ce qu'ils imaginent que les sionistes et les juifs font, les frères musulmans ont exploité la maladie mentale qui embrouille votre esprit, détournant votre attention de l'invasion qui a eu lieu, et maintenant, la ville de New York est entre leurs mains. Une escroquerie centrée sur la taquilla est en cours, utilisant vos libertés pour vous détruire, cette fois sans les avions. Les Juifs ont assimilé leur identité religieuse dans vos sociétés et vous les agressez parce qu'ils s'habillent différemment ou parce qu'ils excellent sous votre culture. Ceux qui détestent votre culture sapent votre existence même et vous détruisent. L'Europe occidentale est perdue. Vous et les États-Unis serez les prochains si vous ne réagissez pas maintenant. Et puisque nous parlons de la haine des Juifs, le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, a suscité un débat sur la manière dont nous devrions réagir à la montée de l'antisémitisme, grâce à sa publicité diffusée au Super Bowl cette semaine. Le spot post-it montre un élève juif dans les couloirs de son école découvrant un mot antisémite sur son sac à dos. Un autre élève vient se tenir à ses côtés pour le soutenir, et ensuite, tout le monde vit heureux pour toujours. Je ne veux pas minimiser la portée de la publicité, même si beaucoup l'ont critiquée. La BD remplit un rôle auprès du public qu'elle visait. Elle a été diffusée pendant l'émission télévisée la plus regardée aux États-Unis et elle avait pour but de sensibiliser le public américain. De nombreux influenceurs ont réagi. Tanya Tsikhanouski, de Highly Jewish, a salué l'initiative, comme nous devrions le faire. Leo Leibovitch, un bon ami de Tablet Magazine, m'a aussi témoigné son respect pour Kraft. Mais ensuite, il a été très critique, soulignant que la réponse juive à l'antisémitisme devrait projeter la force et la résilience, et non la fragilité. Une jeune TikTokeuse formidable, que je ne connais pas, nommée Anna de la Tribu. Elle a donné sa propre version de ce qui aurait dû être fait avec la publicité, en la terminant d'une manière avec laquelle Liel aurait été d'accord, comme vous pouvez le voir ici. J'ai aussi vu une version similaire montrant l'enfant juif agir comme le ferait un juif. Il devient médecin et finit par trouver un remède à une maladie. Puis, il guérit l'antisémite du lycée, qui exprime alors des remords. Et encore une fois, ils vécurent tous heureux pour toujours. Tout cela paraît joli, mais reste éloigné de la réalité et des dangers réels. La haine des Juifs n'a jamais cessé aux remarques, pancartes ou manifestations. À travers l'histoire, cela a toujours dégénéré en violence et en destruction, même si ce n'était pas à l'échelle des nazis. Cela peut encore prendre la forme d'actes de destruction locaux. Et nous devons nous y préparer, non pas dans le déni ni avec une dignité de façade, mais en veillant à ce que ceux qui nous haïssent comprennent qu'il y a un prix à payer. Qu'un juif n'est pas quelqu'un que l'on peut blesser sans conséquence. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Si quelqu'un connaît Robert Kraft, qu'il me contacte. Je lui montrerai comment utiliser efficacement son argent pour le peuple juif. Et, d'ailleurs, pour prouver mon point, j'ai vu ce post intéressant qui a circulé sur les réseaux sociaux affirmant cela. Israël est le pays le plus craint du monde musulman, selon une nouvelle enquête. Et il y a une raison pour laquelle c'est vrai. Les 28 derniers mois. Abordons désormais les événements en Israël. La semaine dernière, le Premier ministre Netanyahou a publié 55 pages de témoignages présentés devant le contrôleur d'État.
le responsable légalement chargé d'enquêter sur les défaillances du gouvernement et de ses institutions en Israël. Et le 7 octobre a été indéniablement un échec colossal. Je n'entrerai pas dans les détails ni n'attribuerai de responsabilité. Il reste beaucoup d'informations et de nombreux témoignages à recueillir. Au lieu de cela, je veux me concentrer sur le cœur de ce que Netanyahou discutait avec l'establishment de la sécurité, car cette partie n'est pas contestée. Peu importe si la communauté du renseignement pensait que le Hamas allait attaquer ou si elle croyait les dirigeants du Hamas sérieux ou non. Il n'y a jamais eu de débat en Israël sur un point après que le Hamas a pris le contrôle de Gaza. Il construisait l'infrastructure pour frapper et détruire Israël. Tout le monde le savait. La seule question était de savoir jusqu'où Israël pourrait contrer cette montée en puissance et résister à la pression internationale. Cette pression survient toujours quand nous agissons. Et ici, je peux parler d'expérience personnelle. Ayant travaillé au sein du gouvernement pendant 30 ans, nous savions que nous avions une très courte fenêtre d'opportunité, de quelques jours au maximum, avant. Le monde arabe se tournerait vers la pression internationale contre Israël, soutenue par des campagnes de diffamation menées par les médias, pour stopper Israël dans son élan. Tout ce que nous avons vu ces 2 dernières années correspond exactement à ce schéma. Israël a accepté le cessez-le-feu en septembre en raison de la pression internationale croissante. La pression montait et il était clair où cela menait. À son crédit, le président Trump a pris cette ingérence européenne et occidentale et l'a retournée contre elle-même. Il les a forcés à joindre l'acte à la parole, à réellement investir dans la résolution de la guerre. Assumer la responsabilité d'une vraie solution plutôt que de publier des déclarations creuses et des résolutions symboliques de l'ONU sans effet concret. Ce que nous voyons à travers le témoignage, c'est ceci. Que Netanyahou comprend qu'il doit agir de manière décisive tant que le temps presse et qu'il sait comment gérer la pression internationale qui s'ensuivra. Je vais conclure aujourd'hui avec la nouvelle la plus intéressante, qui indique clairement la direction prise par Israël, son économie. Cette semaine, la plus grande sortie de l'État d'Israël a été officiellement approuvée. La Commission européenne a donné son approbation inconditionnelle à la société mère de Google, Alphabet, pour acquérir la société israélienne de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars. C'est la plus grande opération jamais menée par Google, impliquant une entreprise fondée en 2020 par d'anciens membres de l'unité cybernétique d'élite de Tsahal. Une entreprise créée il y a moins de 4 ans redéfinit aujourd'hui les normes mondiales de la cybersécurité. Les régulateurs américains et européens ont examiné l'accord sans constater de problème de concurrence. En fait, la commissaire européenne à la concurrence a même souligné que Google reste derrière Amazon et Microsoft en termes de part de marché dans l'infrastructure cloud. Cela signifie que Wiz ne cherche pas la domination, mais l'innovation, et c'est bien là l'essentiel. Alors qu'Israël combat sur plusieurs fronts, la tech israélienne continue de construire, se développer et d'innover. Un pays de moins de 10 millions d'habitants vient de réaliser une sortie plus marquante que tout ce que l'Europe a produit depuis des années, et cela en pleine guerre. Wiz agit désormais aux États-Unis, mais son ADN reste clairement israélien. La rapidité israélienne, la prise de risque, l'expertise cybernétique d'élite et une culture qui considère les contraintes comme un moteur. C'est l'endroit parfait pour analyser de près l'économie israélienne. La Banque d'Israël a publié la semaine dernière son bilan annuel de l'économie israélienne. Et elle l'a déclarée saine, stable et en croissance. Malgré tout ce que nous avons traversé ces dernières années, de la pandémie mondiale à la guerre la plus coûteuse de l'histoire d'Israël, la Banque d'Israël estime le coût total de la guerre de l'année dernière à 350 milliards de shekels. Israël a attiré 80 milliards de shekels d'investissements étrangers l'an dernier, dépassant toute l'Europe réunie. Nvidia a doublé ses centres de développement en Israël. Israël dispose de 231 milliards de dollars de réserves en devises étrangères. Le commentateur israélien Yoram Edry, que j'ai déjà cité dans des podcasts précédents, a écrit que c'est la partie que le monde ne comprend jamais. Israël n'est pas seulement un miracle économique, c'est aussi un miracle en matière de sécurité. Il n'y a aucune explication rationnelle à la façon dont une nation constamment attaquée, encaissant plus de missiles que n'importe quel pays occidental, ne pourrait jamais supporter, en ressort chaque fois plus forte. L'économie prospère car les Israéliens travaillent dur, innovent et créent, mais les pays occidentaux aussi, explique-t-il. Ils ont aussi des secteurs technologiques. Alors pourquoi le miracle a-t-il lieu ici? Il écrit que personne ne peut vraiment y répondre. Edry conclut qu'il s'agit probablement d'une combinaison d'un bon leadership et, sans aucun doute, d'une supervision divine.
L'homme d'affaires et commentateur israélien Isaac Yush, un ami, a livré cette semaine une analyse percutante. Il explique pourquoi le shekel reste si fort malgré la guerre, l'instabilité régionale et l'incertitude économique mondiale. Yush affirme que la réponse est simple. Israël construit un avenir, tandis qu'une grande partie de l'Europe gère un déclin. Lui aussi, il cite la prévision de la Banque d'Israël pour 2025 qui montre que la haute technologie israélienne devrait générer environ 80 milliards en sorties. Pas de levée de fonds, seulement de vraies ventes d'entreprises et technologies. Pour un petit pays engagé sur plusieurs fronts, il souligne qu'Israël effectue plus de sorties que toute l'Europe réunie. Selon Yush, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat de deux choix stratégiques très différents. L'Europe a choisi la régulation de confort et la sécurité de l'emploi, Israël a choisi le risque, l'innovation, et les Israéliens ont une faim, un désir. Le véritable problème de l'Europe est démographique, non économique. Une société qui cesse d'avoir des enfants, écrit-il, cesse de construire un avenir. Sans assez de jeunes, il y a moins de travailleurs, moins d'entrepreneurs et moins de croissance. Il oppose l'Europe de l'Ouest à des pays comme la Pologne, qui selon lui ont une génération d'avance. À son avis, l'Europe de l'Ouest est préoccupée par la gestion du déclin, tandis qu'Israël, avec une économie jeune et compétitive à l'échelle mondiale, continue d'aller de l'avant. Yush conclut par une évaluation franche. Israël n'est pas en train de rattraper l'Europe, il est en train de la dépasser, et avec le temps, dit-il, il laissera l'Europe derrière lui. Je vous laisse ici. Je suis Daniel Simon. Merci d'avoir suivi Straight Up depuis les studios JNS TV à Jérusalem, Israël. Nous nous reverrons la semaine prochaine.